Bonjour, aujourd'hui on va s'exercer pour partir d'un bon pied en mathématiques sur un petit questionnaire vrai-faux, le questionnaire Roger m'ensuit, et on commence par le début, là, ensemble, application. Et bon, c'est l'occasion de voir que si on est vraiment au point sur les choses vraiment basiques dans les mathématiques dites modernes, sur la théorie des ensembles, juste voilà, des choses ensemblistes et au niveau des applications. Voilà. Alors, on commence par le premier, soit AB, deux parties de E. L'affirmation, quel que soit x dans E, x appartient à A, implique x appartient à B, entraîne A inclus dans B. Bon, bah oui, c'est la définition, hein, c'est même la définition, hein, donc la réciproque est même vraie, hein. Si A est inclus dans B, bah, tout élément de A est élément de B. C'est comme ça qu'on fait, qu'on prouve les inclusions, hein, donc ça c'est vrai. 6z inter 4z égale 12z, ben, en fait, nz inter mz, ben, c'est égal à, disons, kz, où k c'est le ppcm de n et m, donc là, oui, c'est vrai. 6z union 4z égale 2z. Bon, bah, déjà, on peut se dire la chose suivante. L'intersection est une opération sur les idéaux de z, mais la réunion n'en est pas une. Donc déjà, on se dit, il y a un problème. Après, si on veut vraiment enfoncer le clou, on va dire que 2, il est dans le membre de droite, dans l'ensemble de droite, mais il n'est pas dans l'ensemble de gauche. Il n'est ni dans 6z, ce n'est pas un multiple de 6, ce n'est pas un multiple de 4. Donc ça, c'est faux. 6z delta, alors delta, hein, d'accord, la différence symétrique, c'est-à-dire la réunion auquel on a retiré l'intersection. Bon, bah, puisqu'on a retiré l'intersection, ça ne peut pas être 3z, parce que dans l'intersection, il y a 0. Donc dans le membre de gauche, il y a 0. Il n'y a pas 0. Oui, c'est ça. Dans le membre de gauche, il n'y a pas 0 parce qu'on a retiré l'intersection. Or, il est dans le membre de droite. Donc ça, c'est faux. Quel que soit A, donc ça, c'est une partie de E. Bon, bien sûr, A et B sont des parties de E, hein, d'un ensemble plus grand. Évidemment, sinon, on ne pourrait pas faire d'opération sur les ensembles s'ils n'appartenaient pas à un ensemble commun, hein. Alors, il existe B tel que A delta B égale l'ensemble vide. Bah, oui, non seulement il existe, mais ce B, vous prenez égal à A, vous regardez A union A, ça fait A, et A inter A, ça fait A. Et donc, quand vous faites la différence, puisqu'on fait la différence symétrique, ça fait A moins A, ben, il reste l'ensemble vide. Donc, B peut être pris égal à A. Mais en fait, si on réfléchit bien, il existe un unique B. On peut aller un petit peu plus loin. Et B égale A. Quel que soit A, B, C, alors A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Ben oui, l'intersection est distributive sur la réunion. D'accord? Ça, c'est vrai. Et la réunion est distributive sur l'intersection aussi. Quel que soit AB, bah oui, ça c'est le complémentaire. Alors, bon, moi j'aime mieux mettre une barre. Alors, A inter B, le tout barre, c'est A bar union B bar. Oui, le complémentaire transforme l'intersection en réunion et il transforme la réunion en intersection. Donc ça, c'est vrai. Le complémentaire de A delta B est égal au complémentaire de A delta le complémentaire de C, le complémentaire de B. Et là, bah non. Non, pour des tas de raisons, je ne sais pas. Prenons par exemple A delta A. On a vu que ça faisait l'ensemble vide. Le complémentaire de l'ensemble vide, c'est E. Maintenant, A, donc ici on va prendre le complémentaire de A, delta le complémentaire de A, et c'est encore l'ensemble vide. Donc en gros à gauche, on a E, et à droite,
on a le vide. Donc, vous voyez que c'est même complètement antinomique, quoi, hein, ils sont... Alors, je vais essayer de vous donner une petite idée de d'où vient cette... bon, alors c'est faux, hein, on va dire, c'est faux, mais d'où ça vient, ça? Quelle est la vraie égalité auquel ça correspond? Alors, regardez, avec la théorie des ensembles, c'est pas mal de regarder les fonctions indicatrices, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre, hein, c'est comme pour les coordonnées par rapport à la géométrie, c'est ce qui va nous permettre de faire des calculs algébriques et de remplacer, comment dire, vous voyez, quand on veut démontrer que A delta B bar égale A bar delta B bar ou l'invalider, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dessine A, B, on dessine des patates et on hachure. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, on regarde les choses sur le terrain. Et bon, le problème, c'est quand même que c'est pas mécanique comme le calcul. Alors, pour que ça devienne mécanique, pour que ça devienne, pour qu'il y ait mettre un outil de calcul dessus, eh bien, on utilise les fonctions indicatrices. Donc, si A est une partie de E, donc tout A, B, tout ça, ça va être des parties de E, eh ben, on a la fonction indicatrice 1A qui va aller de E dans 0, 1 et qui donne 1 si X appartient à A et 0 sinon. Voilà. Ça, c'est facile. Et en fait, une partie de E est entièrement déterminée par sa fonction indicatrice. Ça, c'est important. Si je vous donne A, la partie A eh ben, de E, bah, vous obtenez la fonction indicatrice. Inversement, si je vous donne la fonction indicatrice, bah, ça vous donne A, évidemment, puisque tous les X qui iront vers 1 vous donnent toute la collection des éléments de A. Alors, maintenant, on peut multiplier les fonctions indicatrices. Hein, ça, et 1A carré, ça va être important, c'est égal à 1A. Ça, c'est important parce que 0 au carré, bah, ça fait 0 et 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Toujours la magie de ces deux nombres parce qu'ils vérifient ça. Et donc, la fonction indicatrice de A inter B, c'est la fonction indicatrice de A fois la fonction indicatrice de B. Bah oui. Ça, c'est évident, d'accord? Parce que il faut qu'il y ait, il n'y a que 1 fois 1 qui va donner 1. Et tout le reste donne 0. Donc, il faut être à la fois dans A et dans B pour être dans A inter B. C'est ça que ça exprime. 1 A bar, c'est 1 moins 1A. Ben oui, parce que quand on fait 1 moins 0, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a vraiment la notion de complémentarité qui est devenue algébrisée, en quelque sorte. Alors maintenant, A union B, ben, ça fait, c'est la somme, moins l'intersection. Alors maintenant, la fonction indicatrice de A delta B, de la différence symétrique. Bah, du coup, bah, on enlève encore une fois l'intersection, puisqu'on avait déjà la réunion auquel on enlève l'intersection. Donc ça fait 1A plus 1B, moins 2 fois 1A fois 1B. Mais là, étant donné que la fonction indicatrice au carré, c'est la fonction indicatrice, parce qu'il n'y a que des 0 et des 1, eh bien là, c'est un carré, là, on met un carré, et on voit ici une identité remarquable, c'est 1A moins 1B au carré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit bien, sous cette forme, qu'on a une différence symétrique. Parce que là, A et B est sous forme de fonction symétrique. Donc, on a une fonction symétrique en A et B. Donc, du coup, on arrive à voir pourquoi A union B bar est égal à A bar union B bar ici. Regardez, parce que quand on va faire, donc cette formule, on la voit de façon algébrique. Regardez, vous avez 1 moins, donc ici c'est A union B bar, ça va s'exprimer par 1 moins
x plus y moins xy. Et A bar inter B bar, c'est 1 moins x facteur de 1 moins y. Donc on vérifie que ça c'est vrai, ça c'est une évidence, il suffit de développer le membre de droite. Alors après, on a vu que A inter B union C, c'est A inter B union A inter C. Donc ici, c'est de la distributivité. Donc comment ça s'écrit algébriquement? On a x, bon, je vais appeler x un A, y un B et z un C, comme j'avais utilisé ici sans le dire. Donc ça, c'est x facteur de y plus z moins yz, ici. Et le membre de droite, c'est, alors là, ça va être représenté par x fois y, ça va être représenté par x fois z, et la réunion, ça va être xy plus xz moins xy xz. Voilà. Il faut montrer qu'on a l'égalité ici. Eh bien oui, si on développe, on a xy, on a xz, on a xyz. Alors là, on a un petit problème parce que là, on a x2, yz. Mais x2, bah oui, c'est là qu'on se rappelle, c'est pas des variables, c'est quand même des fonctions ici, qui sont des fonctions indicatrices. Elles sont à valeur dans 0, 1. Donc ici, c'est x2 égale x. Donc on a bien l'égalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est intéressant de voir qu'au niveau polynôme, eh ben, ce n'est pas égal. Mais au niveau fonction polynôme, alors c'est égal, parce que x2 est égal à x. Alors ça, c'est quand même un exemple de fonction polynôme qui n'est pas polynomiale. Et ça vient du fait qu'on est à valeur dans 0, 1. 0, 1 n'est pas assez développé pour donner des fonctions libres. De la même manière, la réunion, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est distributif sur l'intersection. Vous avez A union B, inter A union C. Et ça, c'est donné par X, donc là, X, B inter C va être donné par YZ, moins XYZ, voilà. Et là, à le membre de droite, on va avoir X plus Y moins XY fois X plus Z moins XZ. Voilà. C'est assez agréable, l'algèbre de Boole, là, comme ça. On n'a plus besoin de faire de la géométrie des patates, quoi, de la patatogéométrie, quoi. On fait des calculs, et puis c'est tout, puis on vérifie. Et là, on développe, bon, ben, on va avoir x fois x, ça fait x2, donc x. X fois z, mais il va y avoir moins x2 fois z, donc ça va disparaître, parce que x2 fois z, c'est x fois z. Voilà. Donc déjà, là, ça disparaît. Y fois x, qui va disparaître avec moins x2y. Y fois z, qui est là, à gauche. XYZ, mais avec un moins. Et puis, on a un autre moins XYZ et un plus XYZ, donc ça fait ça. Donc, on a bien l'égalité, c'est assez joli. Alors maintenant, c'est là où je propose de regarder ce A delta B bar. Ben, regardez, vous voyez, quand vous faites A bar delta B bar, ben, d'après la formule qui est ici, et la formule qui est ici, vous avez, ça va être représenté par 1 moins x moins 1 moins y, le tout carré. Donc, c'est x moins y carré. Donc, ce que vous voyez, c'est que A bar delta B bar, c'est A delta B. C'est égal à A delta B. Voilà là où la question vrai-faux de Roger Mansuy voulait venir. Et en revanche, A delta B bar, bah, évidemment, c'est 1 moins x moins y carré. Donc on voit tout de suite, on n'a pas besoin d'assurer des choses, de se prendre la tête, d'essayer de regarder. C'est vraiment beaucoup plus facile, c'est l'algèbre de Boole. Voilà. Alors maintenant, on continue avec d'autres exercices, d'autres types d'exercices, avec des applications. C'est plus des intersections, des opérations sur les sous-ensembles. Ça va être, donc ici, on a f moins 1 du complémentaire de B, c'est le complémentaire de f moins 1 de B. Donc, l'inclusion directe, c'est quoi? Ça veut dire que si x
il est dans E et que f de x n'est pas dans B, voilà ce que ça veut dire, alors f de x, comme il n'est pas dans B, il est dans le complémentaire de B. Et inversement, si f de x est dans le complémentaire de B, alors f de x n'est pas dans B. Voilà comment ça se dit en bon français. Donc c'est vrai. Là maintenant, est-ce que le complémentaire de f de A, c'est l'image du complémentaire de A? Alors là, non. Il y a d'ailleurs, il y a deux obstructions. Parce que là, maintenant, on va regarder, quand c'est faux, il faut regarder quelle est l'obstruction. Mais ici, il y a deux obstructions. Généralement, les obstructions dans ce genre de problème, c'est l'injectivité et la surjectivité. Déjà, la surjectivité est un premier niveau d'obstruction. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que f de A, c'est le complémentaire d'un ensemble de, de f, de grand F, qui est atteint par petit f. Donc ça voudrait dire que f est surjective. Ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que tous les éléments sont atteints. Donc la surjectivité, c'est archi faux. Mais il y a un deuxième niveau d'obstruction, c'est l'injectivité aussi. Parce qu'on pourrait avoir des éléments qui ne sont pas dans A et qui ont même image que des éléments qui sont dans A, si F n'est pas injectif. Et dans ce cas-là, on aurait une intersection entre F de A et F de AC, F de A complémentaire. Donc ça ne pourrait pas être le complémentaire. Donc en gros, il y a une intersection entre F de A et F de AC si F est injective, et la réunion entre F de A et F de AC ne peut pas être tout grand F si F n'est pas surjective. Donc c'est faux et archi faux. Voilà. Ensuite, F de A inter F de A' est égal à F de A inter A'. Donc non. Alors, il est évident que F de A inter A' est inclus dans F de A, il est inclus aussi dans F de A', donc il est inclus dans l'intersection. Mais c'est pareil, si F n'est pas injective, on peut avoir des éléments qui ne sont pas dans A inter A' et qui ont pour image des éléments qui sont atteints par A inter A', hein, et qui sont dans F de A, qui sont dans F de A'. Donc l'inclusion inverse est archi fausse. Mais l'obstruction, a priori, c'est l'injectivité. Là, vous voyez que la surjectivité n'est pas une obstruction à ce problème. Alors après, vous pouvez vous amuser à montrer qu'on a bien l'inclusion directe quand F est injective, parce que vous allez avoir un élément ici qui est sous la forme F de A, qui est sous la forme F de A', et qui est par unicité, hein, comme il est, si F de petit a est égal à F de petit A', alors A égale A', alors ça veut dire qu'il est bien dans A inter A', cet élément. Donc on est bien dans F de A inter A'. Donc ça, c'est faux. Quel que soit A dans P de E, il existe grand X inclus dans F-1 de A, tel que F de X égale A. Bon, alors, ça voudrait dire que A, vous voyez, que A contienne F de X, ça je veux bien, mais égal, c'est un peu trop présomptueux, parce qu'il faudrait que F soit surjective pour qu'on puisse l'affirmer. Tous les éléments de A ne sont pas censés être atteints par F. D'accord? Donc là, l'obstruction, c'est la surjectivité. F de F-1 de B est inclus dans B. Bon, bah oui, par définition.
Parce que vous allez avoir f de f moins 1 de b, vous prenez un élément dont l'image est dans B, c'est ça par définition, vous le passez par F, bah, vous êtes dans B. Donc ça c'est vrai, c'est évident. Bah, bon, si A est inclus dans B, alors F de A est inclus dans F de B, ça c'est évident aussi. Si A est différent de B, F de A est différent de F de B. Bon bah non, c'est même pas vrai pour un seul élément. Même si vous prenez un élément, petit a réduit à un singleton et b réduit à un singleton, on peut avoir que f de petit a et f de petit b soient égaux. Donc là, l'obstruction, c'est l'injectivité. F est surjective si et seulement si tout élément de grand F admet un antécédent par petit f. Bah, c'est la définition, donc ça c'est vrai. F de R dans R est surjective si et seulement si toute droite horizontale, bon, alors on comprend ce qu'il veut dire par toute droite horizontale, coupe la courbe représentative de F. Bon, bah, oui, c'est ça la surjectivité. F, E de F, donc petit f qui va de grand E dans grand F est injective, alors F de E sur F de E est bijective. Ben oui, parce que maintenant, comme on la regarde sur F de E, elle devient surjective, mais on a gardé le caractère injectif. Même si on prend une restriction, on garde toujours le caractère injectif. Donc on prend ce qu'on appelle une espèce de co-restriction, c'est-à-dire au lieu de diminuer l'ensemble de gauche, on diminue l'ensemble de droite. Donc ça, c'est vrai. N donne 2n de n dans n est surjective. Ben non, puisque son image, c'est les paires. Donc ça, c'est faux. Par contre, c'est injectif. Si 2n égale 2m, alors n égale m. Ça, c'est surjectif. Bon, ben oui. Attendez. On va de 2n dans n. D'accord. Comme on va de 2n dans n, déjà, c'est bien défini. Et puis, on prend un nombre pair, on le divise par 2. Bah oui, maintenant, on part d'un élément de n, on n'a qu'à le doubler et on est bien dans 2n. Donc là, c'est bien surjectif. Si E de f est surjective, alors f-1 f de a égale a pour tout a dans P2. Bah, donc là, c'est non, attention, parce que le problème n'est pas la surjectivité. Le problème, ici, c'est l'injectivité. C'est-à-dire qu'on va partir de A, on va faire f de A, et on va faire f-1 de f de A. Donc on va avoir tous les éléments qui ont même image que des éléments de A. Alors il y a A, bien sûr, mais il peut y en avoir d'autres si f n'est pas injective. Donc ça, c'est faux. Alors maintenant, si c'est injectif, alors f-1 de f de A égale A. Alors, si f est injective, bah oui, là, ça devient vrai par unicité. Alors, on a toujours l'inclusion, d'accord? Ça, c'est toujours vrai, même là, A est inclus là-dedans. Mais pour avoir l'inclusion directe, de gauche vers la droite, bah, il faut que f soit injectif. Et on utilise l'unicité, et donc là, ça va devenir. Si f et g sont surjectives, alors f rond g est surjective. Ah oui, d'accord, ça c'est évident. On prend un élément de l'image, on prend un élément qui est dans l'ensemble d'arrivée de f, et on va pouvoir trouver un antécédent par f, puis un antécédent par g, et donc on a globalement un antécédent par f rond g. Si f rond g est injective, alors f est injective. Ben non. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va être injective sur l'image directe de G. Mais comme on n'a pas supposé que G était surjective, ben, il se peut
qu'il y ait des éléments qui échappent à l'image de G et sur lequel F n'est pas injectif. Voilà. Donc ça, c'est faux. Si F rongé est surjective, alors F est surjective. Ah, oui, parce que qu'est-ce qu'on fait? On veut montrer que F est surjective, donc on prend un élément dans l'ensemble d'arrivée de F, et comme F rongé est surjective, on peut prendre son antécédent par F rongé, et puis ensuite le passer par G, et on aura un antécédent pour F. Ça, c'est vrai. Si F est bijective, sa bijection réciproque est inversible. Ben oui, ça c'est bien connu. Sa bijection réciproque, oui, c'est F-1. Et F-1 est inversible, son inverse c'est F. Alors je vous rappelle que bijective, ça veut dire qu'il existe F-1, et F-1 c'est une fonction G qui vérifie F rongé égale l'identité de l'ensemble d'arrivées de F, et aussi G rond F égale l'identité de l'ensemble d'arrivées de G. Alors, il y a une différence entre inversible à gauche et inversible à droite. Vous voyez, par exemple, ici, ça c'est un truc qu'il faut bien repérer. Là, l'injectivité, là, c'était vrai, parce que injectif, ça revient à dire inversible à gauche. Vous voyez? Par contre, surjectif, c'est plutôt inversible à droite. Et là, on a voulu inverser à gauche. Alors attention, il faut bien faire attention que F-1 n'est pas ici l'application F-1. C'est F-1 d'un ensemble. Ce n'est pas F-1 d'un élément. Donc, il faut faire attention à ça. Mais c'est très, très pratique de penser l'injectivité comme une inversibilité à gauche et la surjectivité comme une inversibilité à droite. C'est-à-dire que si on avait dit f de f-1 de a égale a, alors là, on aurait eu raison pour cette question-là. Je reviens là-dessus, là c'est vrai. Bijective, alors de E dans E est bijective si et seulement si elle est injective, ben non. On a bien vu dans N, de N dans N, on avait un contre-exemple, avec une fonction non injective. Non, c'était plutôt celle-ci, elle est injective de N dans N, mais pas bijective. C'est celle-ci. Voilà. Elle n'est pas surjective. Voilà. Donc elle n'est pas bijective. Ça, c'est faux. Mais si on avait un ensemble fini, alors ce serait vrai. On a vu une obstruction. L'obstruction, c'est l'infinité de l'ensemble. Une fonction de E dans E avec E fini qui est injective, alors elle est bijective. Et évidemment, bijectif implique toujours injectif. Alors, si une application de N dans N est surjective, alors elle est injective. Toujours faux. Et ça, on a vu avec ce contre-exemple. Ah non. Du coup, non. On va de N dans N. Et on va prendre la partie entière, cette fois-ci, de N sur 2. Donc, comme c'est une partie entière, c'est bien défini. Ça va dans N. Ça va être bien surjectif. Mais ce n'est pas injectif parce que vous prenez 0 et 1. Ils ont pour image 0. Parce que vous prenez la partie entière de N sur 2. Ça, c'est faux. Et pareil, si les ensembles avaient été finis, et si on allait de E dans E, et si ça avait été fini, on aurait pu dire oui. Mais là, c'est infini, donc ça ne marche pas. Si la borne supérieure d'un ensemble A existe, alors A admet un plus grand élément. Alors, oui, là, la question est quand même un peu décalée par rapport aux autres questions, parce que là, borne supérieure demande quand même beaucoup plus d'hypothèses. Mais bref, c'est faux, parce que vous prenez 0, 1, ouvert, la borne supérieure, c'est 1, mais 1 n'est pas un plus grand élément. Donc, voilà, on a terminé. Donc, on peut essayer de se rappeler des petites choses importantes qu'on a dites. Ici, on a les opérations sur les idéaux, PGCD, PPCM, et des opérations qui ne sont pas sur les idéaux.
Donc, les seules vraies opérations, c'est la somme et l'intersection. Ensuite, un petit peu de théorie des ensembles avec de l'algèbre de Boole, ça se fait très très bien, comme vous l'avez vu. Voilà. Après, sur les fonctions, eh bien, il faut penser en termes d'injectivité, de surjectivité. C'est souvent ça, les obstructions. Et, et penser que, vous voyez, si on veut des égalités ici, par exemple, une égalité, il faut la surjectivité. Parce que f-1 est à droite de f. Alors bien sûr, ne pas confondre f-1 en tant qu'image réciproque et f-1 en tant qu'application. Tant que l'application n'est pas inversible, n'est pas bijective, vous ne pouvez pas parler de f-1 comme application. C'est juste une image réciproque. Voilà, injectivité. Et puis les contre-exemples, dans le cas infini, d'endo-application, en quelque sorte, hein, d'un ensemble dans lui-même, qui sont surjectifs, non injectifs, injectifs, non surjectifs, etc., etc. Et ici, toujours pareil, l'inversibilité à gauche, qui correspond à l'injectivité. Voilà, allez, on a terminé.